La guerre en Ukraine et cet invité exceptionnel, le maire de Kiev, l'ancien champion du monde de boxe, Vitali Klitschko, est notre invité. Avant de découvrir son interview en plateau, on va voir comment ce géant de 2 mètres, 2,01 m pour être précis, est devenu l'une des icônes de la résistance ukrainienne. Regardez. C'est l'une des icônes de la résistance ukrainienne face à l'invasion russe. Vitali Klitschko, 52 ans, ancien champion du monde de boxe. Un homme qui n'a pas l'habitude de fuir face à l'adversité. En 2013, il raccroche les gants après une longue carrière pour se plonger dans l'arène politique. Il émerge particulièrement à l'occasion des manifestations de la place Maïdan à Kiev, où il s'impose comme l'une des figures du mouvement pro-européen ukrainien. Quelques mois plus tard, il est élu maire de la capitale et réélu en 2020. Déjà populaire, il le devient encore plus dès les premières heures de l'invasion russe en février 2022, apparaissant régulièrement dans les médias aux côtés de son frère Vladimir, ex-boxeur lui aussi. 2 remparts symboliques fermement dressés face à l'agresseur. Target is capital of Ukraine. Target is Kyiv. We're ready to defend our city. Depuis les premières frappes sur Kiev, Vitali Klitschko multiplie les interventions dans les médias. En ukrainien, en russe, en allemand ou en anglais, il témoigne des souffrances de la population ukrainienne. This war doesn't have a rules. The Russians told it's a war against just Ukrainian military. It's not true. It's liar. The example of Bucha, Gostomel, Irpin is good example. Example is it's war against population. Une guerre qui dure déjà depuis 18 mois. Et Vitali Klitschko est avec nous en plateau. Bonsoir, merci d'être là. On est également en compagnie d'Aurélie Didier. Vous êtes notre spécialiste sur les questions internationales. Vous êtes allé à plusieurs reprises sur le terrain en Ukraine. Vitali Klitschko, vous êtes ici en Belgique à l'invitation de la ville de Bruxelles pour un forum économique, car Bruxelles, avec d'autres villes, vous aide la ville de Kiev. Comment concrètement? First of all, tout d'abord, je suis vraiment très heureux d'être ici à Bruxelles en compagnie de mon collègue, mon homologue Philippe Claus. Je dois dire 1000 fois merci pour ce soutien qui est prodigué par la ville de Bruxelles à l'Ukraine. C'est important, c'est une importance vitale. Nous avons des liens qui sont extrêmement forts. Le défi est d'ampleur pour l'Ukraine, pour l'Europe. Le défi est d'ampleur pour le maintien des principes et des valeurs démocratiques. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire preuve de solidarité. Nous préparons nos dossiers, nous montrons les opportunités qu'offre l'Ukraine, qu'offre Kiev en tant que ville, les opportunités économiques en tant que jeune démocratie moderne, en tant que pays florissant pour... Oui, en effet, pour la reconstruction, pour reconstruire un pays aux normes européennes, avec un niveau de vie à l'européenne. Et pour les entreprises, et justement, en parlant de Kiev, mais Kiev aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut décrire la vie des habitants à Kiev aujourd'hui? Est-ce que la défense antiaérienne fonctionne? L'année dernière a été une année très difficile. Aujourd'hui, grâce à nos partenaires, grâce aux batteries de défense antimissiles que nous avons reçues de la part de nos partenaires, les systèmes patriotes notamment, la situation s'est améliorée. Parce que la question fondamentale pour chaque citoyen est évidemment de mieux protéger le territoire ukrainien de ces attaques aériennes. Le ciel est bleu aujourd'hui à Kiev. Les gens déambulent dans la rue, prennent des cafés aux terrasses. Beaucoup de magasins sont ouverts. Parfois, évidemment, il y a des alertes aériennes qui retentissent, ce qui veut dire qu'immédiatement, il faut se rendre dans les abris anti-bombardement pour se mettre en sécurité. Mais je dois dire que l'atmosphère est assez pacifique pour l'instant à Kiev, mais c'est une illusion parce qu'à 200 km au sud et à l'est, on est dans un véritable enfer. Un véritable enfer où les patriotes, les soldats ukrainiens doivent défendre le territoire ukrainien contre l'agresseur russe. Parlons de la Russie, car l'actualité a été marquée ces dernières heures par la mort d'Evgeny Prigojine, le patron du groupe de mercenaires Wagner. Son avion s'est crashé, il pourrait avoir été abattu. Quelle est votre analyse? Est-ce que vous y voyez un règlement de compte à l'intérieur même du pouvoir russe?
Alors, les médias russes ont relaté cet incident, n'ont pas dit qui était derrière cet attentat éventuel. Et évidemment, il pourrait y avoir une enquête. Évidemment, nous savons comment cette enquête s'est produite contre Boris Nemtsov et contre d'autres opposants au pouvoir de Poutine, contre Navalny également. Vous savez que la Russie, en fait, est un pays autoritaire. Tout est contrôlé par un seul homme, le président russe, Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, qui est responsable finalement de tout ce qui se passe, de tout ce qui se trame en Russie, voire au-delà des frontières russes. C'est lui qui est l'initiateur de cette guerre d'agression contre l'Ukraine. C'est lui qui est animé par cette idée folle de vouloir reconstruire ce qu'il considère être l'empire russe. Et évidemment, il s'oppose à tout opposant, il s'oppose à toute personne qui pourrait avoir d'autres idées. Alors, évidemment, il peut y avoir des tendances d'opinion différentes en Russie, mais Poutine n'accepte finalement que son pouvoir. Et ce probable décès de Prigojine, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence sur le terrain en Ukraine, sur la guerre en Ukraine? On sait que Wagner a été très actif sur le terrain, notamment à Bakhmout. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'influence. L'armée ukrainienne est assez forte. En fait, tous les experts nous donnaient au départ, au début de la guerre, quelques semaines face à l'agression russe. Et depuis maintenant plus d'un an, nous défendons avec succès notre territoire contre cette agression russe. Alors évidemment, nous continuons d'être prêts à lutter pour défendre notre territoire contre Prigojine ou qui que ce soit d'ailleurs, que ce soit Prigojine ou quelqu'un d'autre, peu importe. Je préfère qu'ils s'entretuent eux-mêmes en Russie. C'est d'ailleurs arrivé le jour de notre indépendance, c'était la fête pour nous. Donc ça n'a pas d'influence en ce qui concerne le territoire ukrainien, mais c'est peut-être un signal important pour la Russie. Il y a toute une série de rumeurs qui courent aujourd'hui en Russie et je pense que c'est une bonne chose parce que la population russe est en train de s'interroger. La population russe, en fait, se pose la question de savoir pourquoi les marques mondiales qui vendaient leurs produits et leurs services en Russie ont quitté la Russie. Pourquoi les Russes ne sont plus bienvenus de par le monde? Pourquoi le monde a-t-il fermé ses portes aux Russes? Et la population russe, en fait, va se poser la question de savoir pourquoi un père, un frère, un fils a dû perdre sa vie ainsi dans cette guerre d'agression contre l'Ukraine. Et le gouvernement russe sera finalement interpellé, me semble-t-il, par sa population. Et donc, je pense qu'on voit qu'il y a toute une série de mouvements, de rumeurs. C'est pas simple aujourd'hui en Russie. Oui, il y a évidemment 1000 questions qu'on aimerait vous poser, mais on sait que votre temps est précieux. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Merci aussi à Aurélie d'avoir été avec nous. On va vous libérer, Vitali Klitschko, car on sait à quel point vos journées sont longues. Merci d'avoir accordé cette interview à la RTBF. Welcome.